à toutes et à tous. On a le plaisir de vous accueillir pour ce séminaire, enfin ce webinaire, c'est tout l'après-midi sur la prise en charge des urgences neurologiques et des problématiques neurologiques rencontrées en réanimation. Donc, on est très heureux de commodérer avec Stein Silva, Nicolas Weiss cet après-midi, donc qui travaillent respectivement au CHU de Toulouse et au CHU de la Pitié-Salpêtrière, comme vous le savez, peut-être. Et donc moi-même, je travaille au CHU Bichat à Paris. On a une après-midi qui est assez chargée. On vous invite, pardon, à poser les questions sur le chat au fur et à mesure qu'on relaiera aux orateurs. Et on a des topos de 30 minutes, donc on va avoir un super tempo qu'on va garder tout l'après-midi. Et donc, sans plus attendre, Stein, merci beaucoup pour cette euh, acceptation pardon, participer d'une part à la modération et de nous parler du coma, de la prise en charge initiale. Voilà, bah, je te laisse la parole et à tout à l'heure. Alors, merci Romain, ravi d'être là. Donc, c'est un format effectivement un peu particulier, mais nous sommes tous à distance, mais je pense qu'effectivement, à travers les chats, n'hésitez pas à interagir et poser vos questions. Je vais essayer de mettre un petit peu d'interactivité en vous posant de mon côté quelques-unes. Donc, moi, je suis avec vous toute l'après-midi, là, je suis en mode pyjama, et après, je serai dans un train parce que je vais faire de la simulation à Saint-Étienne, donc je vais me déconnecter, me reconnecter après. Donc voilà, coma, je pense que vous en avez tous vu pendant votre externat des patients dans le coma et pendant les mois que vous avez déjà passé en stage. Donc vous savez, c'est ces patients qui sont dits cérébrolesés les plus sévères en fait. Donc juste pour vous commencer à vous mettre un peu dans le bain, je vous incite à répondre dans les chats rapidement. Donc parmi les propositions suivantes concernant ces cadres en fait, donc c'est autour du coma, quels sont les termes qui vous paraissent adéquats? Est-ce que coma vigile, c'est un terme que vous entendez, que vous utilisez, coma réactif, coma dépassé, pseudo-coma? Qu'est-ce que vous en pensez? Et j'ouvre le chat de mon côté. Même Romain et Nicolas ont le droit de répondre. Alors, alors il est où le chat ici? Donc, je laisse les gens peut-être arriver. Je n'ai pas une salve de réponses extrêmement violente. Donc, peut-être je vais continuer. Donc, l'idée simple, c'est dire qu'en fait, parmi tous ces termes, je vais vous donner les réponses après. Donc, est-ce qu'on peut dire coma vigile, coma réactif, coma dépassé et pseudo-coma? Avant de vous donner les réponses, je vous montre un peu peut-être ce qui est l'état de l'art, en fait, de quelle façon on réfléchit, on traite et on pense, en fait, ces états de modification de la conscience, dont le plus sévère est le coma. Donc, je vous incite à regarder, en fait, ces schémas qui représentaient ici et qui traduit un peu, regardez ici l'échelle où c'est marqué cognition, en fait, de quelle façon nous pouvons imaginer qu'ils se trouvent nos patients, en fait, après une agression cérébrale, hein, quelle que soit leur nature, infectieuse, traumatique, survivre à l'arrêt cardiaque, etc. Donc, vous voyez les niveaux les plus bas ici, ils sont là, nos patients dans le coma, et en fait, ils se retrouvent là parce que, en fait, ils ont perdu déjà les niveaux, on va dire, le premier palier, en fait, de ces capacités cognitives, qui c'est ce que nous appelons la vigilance. À l'heure actuelle, on considère cette notion de vigilance comme la capacité à ouvrir et fermer les yeux d'un point de vue comportemental, mais on pourra en discuter, c'est probablement un petit peu plus complexe que ça. Et à partir de là, donc regardez notre échelle théorique ici, donc on part du coma et ces patients dans le coma, en fait, ils vont sortir de là et c'est ça qu'on, la réanimation a permis de se rendre compte de ça. Avant, ces patients étaient décédés, mais une fois qu'on a commencé à les aider à survivre avec des méthodes de réanimation, notamment la ventilation mécanique, on s'est rendu compte que certains parmi eux commençaient à ouvrir les yeux, en fait. Donc, ils commencent à ouvrir les yeux, ils vont se retrouver plus dans les comas, mais dans des états de conscience altérés. Ce n'est pas le propos de mon topo aujourd'hui, mais regardez, ils vont se retrouver ici dans des états qu'on appelle en français état végétatif ou d'état de vigilance réactive. Donc, c'est juste ouvrir les yeux, mais ils n'ont pas d'autres capacités cognitives. Et après, ils peuvent commencer à interagir avec l'environnement. Soit ils les font de façon parfaite, ils nous disent merci, j'ai vu un tunnel, j'ai vu la lumière et je suis revenu, je suis tout à fait là. Donc, ils sont conscients même s'ils sont handicapés. Mais en fait, on peut se retrouver aussi en fait, dans des états, ces patients, ils peuvent se retrouver dans toute cette échelle ici. Mais ce que je tiens à vous souligner, donc, le premier élément, donc, coma, c'est quoi? C'est cet état réactivité, sans vigilance, patient les yeux fermés, qui survit grâce aux méthodes de réanimation. Premier élément. Deuxième élément, en fait, il y a émerger dans les comas, c'est acquérir tout un éventail de capacités cognitives
dont la mesure à l'heure actuelle est essentiellement apportée par ce qui est représenté par l'autre axe du schéma, qui est la motricité. C'est-à-dire, on demande aux gens, si vous êtes là, ouvrez les yeux. Si vous êtes là, serrez-moi la main. Donc, évidemment, vous vous êtes rendu compte que c'est en fait, c'est pas juste une ligne parfaite qui est représentée dans ces schémas. Il y a plein de cas atypiques. Hein. Donc, vous connaissez déjà ce qu'on appelle l'état de verrouillage de l'intérieur, le Locketing syndrome, des patients qui sont parfaitement conscients, qui donc ne sont plus dans les comas, mais qui n'ont pas les capacités motrices, en fait, pour exprimer ça. Donc, ils se retrouvent un peu ici. Et après, il y a des états qui sont décrits plus récemment, dans lesquels c'est grâce aux des méthodes un peu de neurotechnologie qu'on arrive à aller au-delà du comportement et à aller capter des capacités cognitives résiduelles. Donc, si je reprends mes questions de tout à l'heure, mais en fait, quelle est la réponse correcte? Mais en fait, il n'y en a aucune, en fait. Ah, donc, on ne peut pas être dans un coma vigile, on n'a pas de vigilance, il n'y a pas les comas réactifs non plus, en fait. Et les comas dépassés, je vous incite à ne pas utiliser ça parce que c'est effectivement, il y a une notion de pronostic qui est déjà un domaine en soi et dans lequel, évidemment, on doit être très prudent et à la phase immédiate, en fait, c'est déjà, on va dire, on apporte des éléments pronostiques dans une démarche qui se doit au départ, avant tout, diagnostic. Et pseudocoma, c'est un terme de psychiatrie, donc ce n'est pas pour nous. Donc, deuxième question, très rapide. Donc, qui est dans les comas? Hein, juste pour avancer dans cette introduction, en fait, donc vous avez déjà compris coma, état d'agression cérébrale sévère, sans réactivité, sans vigilance. Donc, les niveaux les plus bas, en fait, de la perte comportementale, en fait, et le niveau cognitif le plus bas qu'on puisse imaginer en réanimation avant la mort. Donc, là, je vous montre trois cas cliniques, trois TDM, un couple. Donc, le A, le B et le C. Quel patient est dans le coma ici? Je ne sais pas si vous êtes capable de répondre sur le chat en même temps. Il suffit juste de mettre la lettre. Je vous promets, je ne donnerai pas vos noms. Ah, Il y a des réponses qui arrivent là, ça y est. il y a des réponses qui arrivent. Parfait. A, B, A, OK. par exemple. Donc, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir. Très bien. Donc, regardez, là, je vous donne ça, c'est des vrais patients qui sont passés chez nous. Donc, l'idée, c'est de souligner le point suivant. Est-ce que nous savons à l'heure actuelle où se trouve la conscience dans le cerveau? Mais la réponse est non, en fait. Est-ce que nous connaissons parfaitement ces réseaux? Non, on les connaît moins bien que le réseau moteur. On sait à peu près par où se trouvent les neurones et par où passent les axones qui sont impliqués dans la sensibilité, dans la motricité. Le réseau du langage, vous l'avez étudié pendant vos années à la faculté. Mais pour la conscience, en fait, c'est un axe de recherche en développement. Mais regardez ici, dans mes trois exemples, en fait, vous avez ces trois TDM. Ici, c'est un AVC ischémique bithalamique. Là, ici, c'est un traumatisme crânien avec plein de lésions bifrontales, avec des images qui sont en fait hyper denses en frontal bilatéral. Ici, c'est ce qu'on appelle un pré-syndrome. Donc, c'est un contexte d'hypertension, c'est réversible. Le patient a guéri par la suite. Et c'est pré, ça veut dire encéphalopathie postérieure réversible. Mais ce que je voulais souligner ici, très simplement, c'est que même si ici, il s'agit de lésions focales très petites, mais c'est là où on avait le patient dans les comas et les autres, c'était des patients, qu'on va dire, plutôt confus, obnubilés, en fait. Hein. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si, ça c'est un point très important, même si nous ne savons pas où se trouve la conscience dans le cerveau, encore une fois, c'est un axe de recherche, nous avons des pistes intéressantes et c'est à la fois, les pistes viennent des données que nous avons qui proviennent de l'étude des patients cérébrolysés dans le coma, à savoir, en décrivant où se trouvent les lésions des patients dans le coma, nous apportons à la science, à la compréhension, au domaine d'étude de la conscience, des données très importantes, mais c'est intéressant aussi d'aller voir d'autres modèles d'altération de la conscience, notamment celui qui nous concerne à nous tous le soir, qui s'appelle le sommeil, ou le modèle pharmacologique, qui est l'anesthésie. Et ce que nous avons à l'heure actuelle, c'est que quand on s'endort, quand on perd conscience, que ce soit suite à une agression cérébrale, soit parce qu'on est sous propofol, soit parce qu'on est en train de dormir profondément. Et en fait, il y a ces structures-là, les lobes frontaux, les cortex pariétales, et une convergence à travers les thalamus et des noyaux de la base et la formation réticulaire activatrice ascendante qui vont permettre donc de générer cette illusion que nous appelons conscience. De façon très vulgarisée, parce que je sais que vous avez les bases et vous avez une référence assez complète en bas de ma diapositive. La partie vigilance, vous le savez, on laissait ça depuis des années, les années 30, à partir des études dans les modèles animaux. Cette vigilance est quelque chose qui est plutôt subcortical au niveau est lié à l'activité, à l'interaction, à l'application de cette
c'est ce qu'on appelle ces formations réticulales activatrices ascendantes, et le contenu de la conscience, la capacité d'interagir avec l'environnement et avoir une notion de soi, c'est ce qui se retrouve un peu entre le cortex et ses structures thalamiques et sous-corticales. Donc, en essayant, et vous avez des références en bas des diapositives, sans rentrer trop dans les détails, mais quel type de lésions structurelles peut être responsable du coma? Donc, les 4 principales pour commencer, pour un cours du niveau qui nous concerne aujourd'hui. Mais donc, c'est ces structures-là. Mais attention, ce n'est pas thalamique unilatéral, c'est plutôt thalamique bilatéral. C'est clé, effectivement, c'est d'avoir l'intégrité de toutes ces structures sous-corticales et tout ce qu'on appelle le pont et la partie dorsolatérale du pont. Hein. Donc ça c'est des éléments quand même importants à retenir. Donc retenez bien, donc j'irai bien mes diapositives ici. Donc c'est pas parce qu'on a des lésions corticales étendues qu'on c'est forcément plus grave ou on est forcément dans le coma. Donc ça c'était en guise d'introduction pour ma présentation. En fait, le deuxième message que je vais vous faire passer au cours de mon topo, c'est l'importance du conditionnement en fait. Dans les comas, il faut aller vite, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne réfléchit pas. Mais c'est vrai que dans les structurations actuelles, on est dans un mode d'un organe qu'on ne sait pas encore vraiment réparer, dans lesquels, comme vous le savez, mais effectivement, soit la lésion elle-même peut entraîner une grande mortalité, soit elle peut être à l'origine d'un handicap important. Et donc, ce que nous faisons déjà à la base, pendant qu'on réfléchit et on essaie de détecter les causes et mettre en place les traitements étiologiques, c'est de conditionner. Et ça, c'est assez standardisé, ça, c'est des éléments qui me semblent très importants à retenir. Donc, je vous donne juste un exemple. Ici, nous avons un patient de 31 ans. On nous a appelé un jour comme un autre. Là, c'était effectivement SAMU 31, c'est à Toulouse. Donc, on nous appelle pour nous dire que quelqu'un est inconscient. Et les collègues du SAMU nous appellent en réanimation pour dire j'ai ce jeune homme qui était retrouvé en bas des escaliers, il est complètement réactif, il a les yeux fermés, il est fébrile, il a 38,7, il n'a pas d'antécédent inconnu et il a une plaie de l'arcade surciliaire. Donc, question qui arrive. Donc, qu'est-ce que vous en pensez et qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Est-ce qu'il faut chercher un raideur ménagé? Et il est fébrile. Les collègues nous disent peut-être c'est une hypoglycémie. Donc, je vais mettre, je l'ai perfusé, j'ai mis un glucosé en fait. Hein. Je dois l'entuber. Hein. Il a un Glasgow inférieur à 10 en fait. Il a pas de réponse motrice. Je vais détailler ces éléments de Glasgow dans quelques instants. Et je dois amener le patient directement au scanner cérébral. Je ne m'arrête pas dans la réanimation ni dans un service d'accueil parce qu'il faut qu'on gagne du temps. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous donne la réponse d'emblée. Ne m'en voulez pas. Je vais passer par la suite. C'est parce que je ne voudrais pas dépasser le temps. Donc, la réponse d'emblée, elle est là. Parmi tout ça, en fait, pas de raideur ménagée. Attention, ce n'est pas parce qu'il est fébrile, il est tombé dans les escaliers, mais peut-être il y a une lésion rachidienne, une lésion intracrânienne. Donc, on ne va pas mobiliser ces patients. Pas de soluté hypotonique non plus. Ah, par contre, s'il est dans le coma, il faut sécuriser en fait les voies aériennes supérieures, y apporter de l'oxygène, éclairer le CO2 pour éviter d'aggraver une potentielle hypertension intracrânienne. Et par contre, non plus, c'est une question qui nous concerne beaucoup, nous, dans les services comme celui où je travaille, où nous avons des patients cérébraux laissés. Et il ne faut pas essayer de gagner du temps en sautant les étapes. Donc, il faut conditionner ces patients, savoir se poser, discuter, savoir traiter des choses réversibles et après avoir les examens d'imagerie, il ne faut pas aller chercher, intuber ou sécuriser un patient qui se retrouve dans une antenne d'imagerie. Donc ça, c'était juste pour vous, donc, en gros, souligner la notion des conditionnements. L'élément qui arrive ensuite et qui me semble indispensable dans un cours autour du coma pour la prise en charge initiale, c'est évidemment l'examen clinique. Je vous incite à regarder cette vidéo qui était prise encore dans notre service à Toulouse. C'est ma collègue, le docteur Boirois, qui examine ses patients. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous arrivez à ouvrir les yeux? Non. Est-ce que vous arrivez à me serrer la main? Serrez-moi la main fort. Très bien. Lâchez ma main. Très bien. Est-ce que vous arrivez à bouger les pieds? Super. Très bien. Je vais vous ouvrir un petit peu les yeux. D'accord? Vous voyez? Donc, pour les plus fins sémiologistes parmi vous, je pense que vous avez observé, donc ce qu'elle fait, ma collègue, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Elle va chercher, grâce à des réponses comportementales, elle va essayer de sonder en fait l'intégrité de
ces cerveaux qui est potentiellement laissé. Pour information, je l'ai dit juste une ligne et j'espère que ça permettra d'ancrer un peu les idées. Ces patients nous étaient transférés non seulement pour coma, intubés, ventilés dans notre service, mais il était transféré en fait pour potentiel premier d'organes en fait. En fait, pour l'examen clinique, il y avait une abolition presque complète de toutes les paires crâniennes. Quand on l'aspire dans la sonde d'intubation, il ne toussait pas. Et les collègues nous disaient, nous avons fait un test d'hypercapnie, hein, vous le savez, donc on a modifié les réglages de la machine du respirateur, de la ventilation mécanique, et les patients, ils ne déclenchaient pas, en fait. Ces patients, il était complètement conscient. Hein, on l'a su après, par la suite, grâce aux examens faits et à son évolution clinique, il avait une forme très sévère d'un équivalent de polyradiculonévrite, type Miller-Fisher. Et donc, il nous a pu nous raconter qu'il s'est rappelé de nos prénoms et des choses que nous avons dit dans la chambre. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important. Je vous garantis donc que c'est un défi, en fait. Hein, c'est un défi et c'est des choses qui doivent être systématisées, qui doivent être complètes. Un examen clinique d'un patient dans les comas ne se traduit pas par un chiffre de 3 à 15 dans l'échelle de Glasgow. C'est des choses qui sont, c'est indispensable, en fait, et qui ne nécessitent pas des éléments très tape à l'œil des neurotechnologies délocalisées. Donc, c'est un monde à part. Vous avez beaucoup de littérature et beaucoup d'ouvrages autour de ça. Je sais que beaucoup des éléments, vous les avez déjà appris. J'essaie juste de vous apporter des éléments clés et des synthèses. Il me paraît que ces 4 points me paraissent indispensables. Le premier, c'est étudier la réactivité de ces patients. 2, il y a tout un monde de sémiologie autour des yeux, les pupilles, la mobilité, vous allez voir avec des exemples concrets de tout ce qu'on peut observer juste en ayant un petit peu de patience et en se focalisant autour du patient, les tonus et les réflexes et la respiration. Rapidement, la réactivité, donc on peut être dans le coma et malgré tout avoir des mouvements à la stimulation. Donc vous les avez, on dit soit asymétrique, donc on peut être dans les comas et malgré tout avoir une différence, en fait, une asymétrie des tonus et des réactivités. Et il y a 2 mots que vous avez déjà entendu utiliser, le terme de décortication et de décérébration. Donc, je vous mets sur la droite de la diapositive, en fait, les lésions qui correspondent essentiellement. Donc, c'est des termes qui sont un peu impropres, mais qui traduisent certainement une notion de gravité. Donc, quand on avait moins accès à l'imagerie, on savait que quand on allait vers la décérébration, on savait que c'était des lésions qui étaient moins corticales. Rappelez-vous de ma diapositive environ numéro 5 où je vous ai dit, c'est très important, certaines structures de cortex, mais ce qui est probablement très clé, et même pas uniquement pour les capacités cognitives de haut niveau, mais pour la vigilance, pour la capacité aussi de respirer, de réguler une activité hémodynamique. En fait, c'est des structures qui sont plus bas situées. Donc, ces réponses pathologiques en décortication, donc en flexion bilatérale des membres supérieurs et extension des membres inférieurs ou en décérébration, mais sont indispensables. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, en fait, c'est la notion des les yeux rapidement. Quelques exemples, vous le savez, ça, c'est un patient avec des pupilles qui est dans le coma avec des pupilles intermédiaires réactives. Bon, c'est plutôt des lésions, on dit corticales, mais vous le savez déjà, on peut avoir des anisocories, donc des pupilles qui ont des tailles différentes, avec une mydriase unilatérale. Et vous savez, c'est quelque chose qui va déclencher un réflexe dans nos esprits et qui va nous permettre d'évoquer, entre autres, en fait, une lésion directe, hein, ou on va dire acquise du noyau du 3 lié à un engagement temporel. Mais il y en a d'autres, en fait, parmi moi, que je pense qu'ils sont souvent moins connus par nos internes qui commencent leur parcours. C'est la notion d'avoir des mydriases bilatérales, mais qui ne se traduisent pas toujours ou qui ne traduisent pas uniquement, en fait, des lésions irréversibles. En fait, il y a un engagement cérébral central, mais c'est aussi des lésions mésencéphaliques, des intoxications et des troubles métaboliques. Et n'oubliez pas ces éléments en épingle des cheveux, des pupilles amniosis très cérébilatérales, qui ne sont pas toujours uniquement liés à des intoxications morphiniques. Ça peut traduire aussi des lésions structurales très bas situées, donc des mauvais pronostics et des intoxications cholinergiques. Des éléments peut-être moins connus, donc regardez, c'est la présence des pupilles dans un seul plan, en fait, hein, et des positions, en fait, anormales du parallélisme, en fait, des yeux. Donc, on va dire que quand les 2 yeux qui tournent d'un côté, vous les avez déjà, c'est les lésions corticales hémisphériques. On dit classiquement que les patients vont regarder sa lésion. On a un sudural, un AVC ischémique. Donc, le patient, il peut avoir ces regards, déviation conjuguée de regard vers la lésion. Vers les hauts, souvent, c'est les lésions corticales bihémisphériques, vers les bas thalamiques. Et on peut avoir des lésions, en fait, avec cette perte, en fait, du parallélisme qui sont plutôt bas situées. Donc, tout ça, ce n'est pas des règles gravées dans le marbre, hein, mais c'est effectivement des éléments qui nous permettent, en fait,
de nous orienter avant d'aller à l'imagerie. Tonus et réflexe, donc vous connaissez tout ça. L'idée, c'est de pas vous faire une liste des 12 paires crâniennes, mais peut-être vous rappeler en fait la notion de que cette gradation, en fait, ça traduit des 1 à 12, ça va traduire une topographie, en fait. Et comme vous l'avez déjà compris, plus on va aller vers le chiffre plus haut, vers le 12, ça va traduire des lésions qui sont en général plus bas situées et donc souvent des phénomènes, en fait, des lésions, en fait, des topographies, en fait, au niveau cérébral qui sont des moins bons pronostics. Exemple concret, donc je vous donne ici juste quelques réflexes qui sont très connus. Je vous incite à regarder après dans ces diapositives que je vais vous confier par la suite les nerfs qui sont impliqués dans ces boucles-là. Le photomoteur, le cornéen, les vestibulo-oculaires, en fait, et les réflexes de tout. Je vais vous donner un exemple concret, par exemple, pour le réflexe de tout. En fait, la perte d'un réflexe de tout chez un patient qui a survécu à un arrêt cardiaque, mais lié à en fait, un risque relatif d'absence de récupération neurologique d'environ estimé à plus de 80. Donc, c'est des choses qui sont quand même très importantes. Et je vois que Tarek Cherchar est connecté, donc je pense qu'il pourrait vous en parler très, très longuement, en fait, de l'importance de l'examen clinique, même chez des patients qui sont sous sédation et des patients qui ne sont pas uniquement dans le coma. Enfin, la respiration, donc juste de quel type d'anomalie de respiration d'origine centrale s'agit-il? J'ai une petite vidéo que j'ai trouvée quelque part. Regardez un peu. Je pense que vous avez trouvé, mais surtout, je vais vous montrer les scopes. Donc, vous le savez déjà, donc c'est plutôt une respiration de type Cheyne-Stokes. Je n'ai pas le temps de détailler, mais il y a vraiment toute une pathophysiologie derrière ça et c'est vraiment lié à des chémorécepteurs et au niveau central. Donc, le cas de la patiente, c'était quelque chose d'un coma métabolique, en fait, dans un contexte d'acidocétose, un grand classique. Mais il y a aussi des phénomènes d'hyperventilation, des ventilations apnéiques et des ventilations ataxiques. Donc, je vous incite à intégrer ces éléments même chez nos patients qui sont intubés ventilés. En fait, n'oubliez pas qu'on peut modifier les régimes en fait, des ventilations mécaniques et pour laisser en fait libre cours et l'opportunité de ces patterns de se manifester. Donc, deux diapositives rapidement, pas pour les détailler, mais pour les rappeler. Comme je vous ai dit en commençant, c'est très important de standardiser malgré tous ces éléments et les intégrer, avoir une traçabilité en fait. Donc, c'est les yeux verbales et motrices, petit élément sur cette échelle de Glasgow que vous connaissez par cœur. Très important, la dernière lettre, la M. Pourquoi? Entre autres, parce que le V, chez nous, c'est limité une fois que les patients est intubé ventilé. Et les Y, il y a évidemment des biais aussi. Donc, c'est très important d'avoir pas uniquement un chiffre global des scores de Glasgow, mais surtout le M qui va avec. Et ça, c'est une autre variante qui s'appelle le score de Four, qui était plutôt, le précédent, c'était plutôt Édimbourg, c'est très européen. Celui-ci, c'est plutôt américain. Donc, c'est plutôt la Mayo Clinic qui a développé ça, mais ça intègre en fait les scores de Glasgow. C'était score 4, mais regardez la lettre à la fin, c'est les patterns de respiration aussi, et le R ici, ça traduit les éléments aussi des paires crâniennes. Donc, à l'heure actuelle, à ma connaissance, dans la littérature, nous n'avons pas d'éléments pour dire qu'il faut faire absolument l'un ou l'autre. Donc, ça dépend un petit peu des équipes. Et les scores d'effort dans sa capacité à discriminer, sa capacité prédictive n'a pas montré une supériorité par rapport à l'escore de Glasgow, mais je vous incite à le connaître, en fait, et éventuellement discuter au sein des équipes dans lesquelles vous travaillez, parce que ça a une valeur probablement supplémentaire en termes, un, de pédagogie, et deux, d'interaction avec l'ensemble de l'équipe soignante. Afin de tenir le temps, donc j'ai presque fini, c'est notre patient, vous allez voir, donc il est toujours intubé ventilé, l'infirmière nous appelle pour dire, bon, mais c'est patient qui était tombé des escaliers, rappelez-vous, fébrile, sans trop d'antécédents, il a cette anisocorie, donc il a une mydriase à gauche. Je passe les détails parce qu'on en a discuté un petit peu. Ce que je voulais vous montrer ici, c'est qu'on a fait juste un Doppler. Et dans ces Doppler, c'est qu'on a, en fait, on observe ici
une disparition des diastoles. On aura le temps de faire tout ça. Je vous incite à apprivoiser un peu ces machines d'échographie, pas uniquement pour faire de l'échographie cardiaque, mais n'hésitez pas à aller vraiment au lit de vos patients pour apprendre à maîtriser tout ça. Nous avons des ateliers au sein du CEMIR, de l'SRLF, qui vont vous permettre d'apprendre à faire tout ça. La courbe d'apprentissage, vraiment, nécessite juste quelques examens. Donc, pour revenir à notre patient, donc les diastoles disparaissent. Donc, rappelez-vous, donc c'est un système autorégulé, c'est un des rares organes dans l'organisme, en fait, où, contrairement à ce qui se passe à la sortie de l'aorte, là, vous allez avoir un débit aussi pendant la diastole. Et c'est quand la pression augmente, hein, c'est une des causes, vous pouvez avoir donc une diminution du flux au moment où il y a dans les conditions où il y a la plus basse résistance. Et en fait, et c'est ce qui se passe ici, donc les diastoles vont disparaître. Donc en gros, ce que j'essaie de dire de façon un peu trop technique, c'est que juste ces Doppler, anisocorie, un Doppler comme ça, avec disparition de diastole, mais on suspecte fortement, c'est en fait un phénomène d'hypertension intracrânienne et probablement avec un signe de focalisation qui serait donc un engagement temporal au niveau du lobe temporal à gauche. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, pour tenir le temps, je ne le fais pas en interactif, mais regardez, attention, je vais les développer un petit peu dans la diapo d'après. Les bonnes réponses, c'est juste les deux premières. Ah, il faut évidemment aller voir ce qui se passe. On fait l'osmothérapie, mais en fait, on ne fait pas tout et on ne fait pas non plus n'importe quoi. Il n'y a pas de ventilation hypocapnique à réaliser, il n'y a pas d'hypothermie contrôlée. Ça, je vous incite à lire en détail l'article qui est cité en bas. Donc, c'est des données qui sont plutôt validées dans le domaine de la traumatologie crânienne, mais c'est des choses que nous pouvons appliquer dans le coma au sens large, hein, parce que nous n'avons pas de données dans pour toutes les pathologies et toutes les étiologies des comas, mais surtout, ça nous permet d'avoir une démarche un peu structurée. Ce qui est très important à retenir ici, c'est peut-être deux messages. Le premier, c'est que c'est quelque chose par palier, c'est-à-dire que chez quelqu'un qui a un HTIC anisocorde comme ses patients, certes, c'est grave, certes, il est probablement un HTIC, mais on ne va pas d'emblée faire une craniectomie, on ne va pas faire de l'hypocapnie, on ne va pas introduire des barbituriques. Donc, ce qu'on va faire, c'est d'abord agir sur les choses simples, accessibles. C'est ce qu'on appelle un premier palier peut-être de prévention, des antipyrétiques, la sédation, on diminue la consommation en oxygène, on diminue le volume sanguin cérébral, on diminue donc la pression par ces biais. On intube, on sécurise et on ventile le patient pour avoir un PaCO2 à des niveaux entre 30 et 35 mm de mercure. Et au milieu, on a la possibilité d'avoir des agents osmotiques, voire l'évacuation du LCR. Ça, c'est le premier message. Donc, pas tout d'emblée. Il y a malgré l'urgence, il y a des choses qu'il faut utiliser de façon structurée. Et deuxième message, c'est attention, n'oubliez pas, c'est ce qui est dans le carré gris en bas, c'est que tous ces éléments-là, ils sont des effets secondaires, en fait. Donc, tout ça, c'est à pondérer et effectivement à réaliser au sein des équipes qui ont une expertise qui va au-delà de l'expertise de la réanimation. Ça, je pense, c'est important, quelque chose d'important à dire. C'est une vraie interaction avec des équipes qui vont de la radiologie à la neurologie, à l'anesthésie, à la chirurgie. Pour conclure, donc, ces patients, à la fin, en fait, c'est une méningoencéphalite, il y a une thrombophlébite cérébrale, vous avez des éléments ici, et les traitements, il s'est traduit par des antibiotiques et des anticoagulants. Donc, ma conclusion, elle est simple. J'espère que ces cours vous sera utile. Donc, c'est évident que c'est une urgence diagnostique, mais à la fois thérapeutique. C'est toute la beauté, tous les challenges, en fait. C'est-à-dire qu'il faut garder son sang-froid, avoir une démarche assez structurée pour sécuriser cette situation. C'est ce qu'on appelle ces fameuses éviter les agressions cérébrales secondaires. Donc, on va assurer une perfusion cérébrale, une oxygénation cérébrale. Et en même temps, on va garder dans l'esprit tout de suite une hiérarchie d'étiologie, en fait, et en intégrant leur prévalence pour agir très rapidement. On va vérifier qu'il n'y ait pas de l'hypoglycémie, on va très rapidement introduire des antibiotiques si on pense qu'il y a une notion des méningoencéphalites infectieuses, etc. Donc, ces interactions, il faut qu'elles soient prédéfinies. C'est-à-dire on doit tout savoir gérer un coma, mais en fait, comme je vous disais tout à l'heure, il faut quand même qu'il y ait des notions des centres avec un peu plus d'expertise et l'accès en fait à des plateaux d'imagerie et des chirurgies spécialisées. Donc, l'examen clinique, il est standardisé, des filières de soins, ils sont adaptés à l'évaluation pronostique. Donc, tout ça, c'est une filière. Et moi, je pense que je fais partie d'une génération avec mes collègues avec qui je modère là, où on a grandi dans ces notions des golden hours de la réanimation, où il faut se battre pour gagner des minutes au début. Je pense que la réanimation, en général, la réanimation de coma aussi en fait partie
va vers ces temps longs qui arrivent après la réanimation. Donc, le coma, c'est juste le début et il faut qu'on travaille de plus en plus et qu'on envisage donc pas uniquement la prédiction de ces patients, mais des soins à long terme avec la réhabilitation et l'insertion sociale. Donc, mauvaise nouvelle, donc, il y a des choses que nous ne savons pas dans ces domaines, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est un domaine vraiment en pleine expansion. Donc, c'est le domaine des neurosciences appliquées dans notre domaine médical, qui est celui des patients cérébro-blessés. Donc, vous avez mon email en bas à gauche. Donc, n'hésitez pas à me joindre si vous avez des questions spécifiques. Merci Merci beaucoup, beaucoup. Stein. On est juste 14h30. On a peut-être le temps pour une Merci. ou deux remarques ou questions. Oui. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Il y a une question sur le chat qui est sur l'examen oculaire, le strabisme, enfin, la divergence oculaire. Est-ce que c'est quelque chose qui est localisateur et qui est dû à quel type de lésion? Donc, c'est la question que je te relève. Je ne sais pas si tu l'avais Tarek peut-être vu. Cherchard, Tarek, tu veux répondre? Je ne sais T'as pas pas la répondre, tu peux répondre. Ah, mais- C'est- Tarek, Non, salut non, Tarek. non, 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 non. J'invite, non, sans faire aucune. Vous regardez un peu au niveau de la littérature. J'ai tenté de passer la parole à Tarek parce qu'il a travaillé beaucoup et il travaille beaucoup sur ça. Oui, c'est localisateur. C'est localisateur. J'ai mis dans ma diapositive tronc cérébral. Donc, c'est juste pour vous dire que ce n'est pas quelque chose d'anodin, en fait. Hein. Donc, mais effectivement, il faut regarder donc, la position. Est-ce que c'est une perte du parallélisme déjà? Et quel est l'effet aussi en le testant avec les stimulations lumineuses et avec les stimulations au niveau des vestibulaires, en fait. Donc, je n'ai pas trop le temps de trop détailler, mais c'est plutôt des choses qui sont bas situées, mais qui sont des vraies alertes, en fait. Hein, ce n'est pas anodin. Stein, moi j'avais peut-être juste une Très question. bien. Merci Le beaucoup. Il faut taille. absolument qu'on tienne notre tour. Nicolas, tu avais une question? Oui, juste une question rapide. Dans l'actualité, on a tous vu passer, et je pense les plus jeunes aussi, ce drama sur les comas toxiques qui disent faut pas tous les intuber. Ouais. Le timing du coma, de l'intubation du coma, quand finalement on ne connaît pas la cause. Est-ce qu'on reste sur des trucs très en dessous d'un Glasgow 7 ou 8, on les intube tous? Est-ce qu'on se laisse un peu de temps? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Non, j'ai lu avec intérêt ces papiers. Moi, je les mets à côté quand même de la montagne de littérature qui existe autour de la mortalité dans les contextes des intoxications. Et c'est ce que je dis souvent à mes collègues et que je me rappelle moi-même, c'est que la première cause de mortalité dans le monde pour les intoxications médicamenteuses volontaires, ça reste la pneumopathie d'inhalation. Donc, c'est intéressant. Je pense qu'aller se donner des seuils et être attentiste, ça peut être réalisé dans des centres experts où on a vraiment une surveillance rapprochée du patient. Hein. Dans des structures où le patient il va être mobilisé entre différentes unités, où il va bénéficier de l'imagerie cérébrale, par exemple, hein, à distance, sans trop de surveillance. Mais si tu me demandes mon avis, je serais plutôt pour garder des seuils élevés. Dès qu'on se pose la question, on l'intube, on sécurise, on fait les examens et après, on peut se poser la question de l'extubation. Mais c'est vrai que c'est intéressant. Moi, ouais. Ça traduit pour moi, plus que le problème des consciences, c'est une voie des recherches qui est vraiment l'évaluation aux capacités des déglutitions, en fait, qui sont indépendantes peut-être des états de vigilance, en fait. Et ça, on a du mal à l'évaluer et c'est quelque chose qui se superpose aux difficultés du sévrage ventilatoire, qui est un grand sujet de la réanimation. C'est des éléments que, voilà. Ok, Je ne vais super. pas dépasser mon temps. Merci À tout beaucoup, à Stein. l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure.